Dans le paisible village de Cuy, la vie suivait le rythme lent du fleuve. Les garçons grandissaient pour devenir agriculteurs, pêcheurs ou menuisiers, tout comme leur père avant eux. Les filles, après l'école secondaire, se mariaient jeunes et fondaient leur famille, apprenant à cuisiner et à s'occuper de leurs enfants. Les habitants de Cuy ne connaissaient pas l'université, c'était un rêve lointain dont personne n'avait jamais entendu parler. La vie dans le village était stable, rythmée comme le lever et le coucher du soleil, inchangée depuis des générations. Mais quelque chose se préparait, un souffle de changement qui allait bouleverser cette routine tranquille. Un matin ensoleillé, une agitation inhabituelle parcourut le village, un groupe d'étudiants venus de la ville arriva pour une excursion scolaire. Ils portaient de beaux vêtements, des chaussures brillantes et des sourires éclatants. Les villageois, fascinés, n'avaient jamais vu pareille élégance. Les étudiants marchaient d'un pas assuré, leurs livres à la main, parlant du monde moderne avec des mots qui sonnaient comme de la musique aux oreilles du peuple. Regardez comme ils marchent, chuchotaient les anciens. Écoutez comme ils parlent. Les étudiants leur montrèrent des choses étonnantes, des machines qui construisaient des maisons, d'autres qui facilitaient l'agriculture, et des outils technologiques servant à étudier. Le chef du village, debout avec son bâton de bois, observait avec admiration. « Voilà ce que nos enfants devraient devenir, » murmura-t-il. Pour la première fois, les habitants de Cuy imaginèrent un avenir où leurs propres enfants quitteraient le village pour apprendre à l'université. Lorsque les étudiants repartirent, ils laissèrent derrière eux un trésor invisible, l'espoir. Dès le lendemain, tout le village se réunit sous le grand arbre Iroko. Les hommes frottaient leurs barbes, les femmes chuchotaient entre elles, et les enfants, assis au sol, écoutaient avec des yeux écarquillés. Ils décidèrent qu'un enfant devait partir apprendre en ville, pour ramener le savoir et la fierté à Cuy. Mais qui choisir? Les regards se croisèrent, puis un nom s'éleva, Fola. Tout le monde acquiesça aussitôt, car Fola n'était pas une fille ordinaire. Sa beauté douce éclairait le village comme le soleil après la pluie, et son esprit vif surprenait souvent les anciens. Gentille, serviable, toujours souriante, elle était la fierté des siens. Oui, Fola ira, dirent-ils d'une seule voix. Alors, tous se mirent à préparer son départ. Les femmes emballèrent du manioc, du piment séché, un peu d'huile de palme, les hommes rassemblèrent leurs maigres économies, pièce après pièce. Chacun donna ce qu'il pouvait, et lorsque tout fut prêt, les vieilles femmes posèrent leurs mains sur la tête de Fola en murmurant des bénédictions. Va, Fola. Apprends. Rappelle-toi de nous. Rends-nous fiers. Fola partit le cœur battant, sa petite valise serrée contre elle, chargée de rêves et de promesses. Tout le village l'accompagna jusqu'à la sortie de Cuy. Certains pleuraient, d'autres souriaient avec fierté. En marchant, Fola sentit le poids des espoirs de tout un peuple sur ses épaules frêles. La ville, avec ses lumières éblouissantes et ses bruits incessants, devint bientôt pour Fola un lieu d'apprentissage mais aussi d'épreuve. Elle découvrit la fatigue des longues marches, la dureté des loyers, et la solitude des soirs sans étoiles. Ses camarades de classe riaient souvent d'elle, se moquant de son accent et de ses vêtements simples. « Regarde la fille du village », lançait-il parfois, et leur rire résonnait dans les couloirs comme des flèches dans le cœur de Fola. Mais elle ne répondit jamais. Elle se disait, « Je suis venue ici pour apprendre, pas pour plaire. » Chaque matin, elle se levait avant le soleil, étudiait sous la lumière tremblante d'une bougie, puis partait en classe le ventre vide mais l'esprit plein de détermination. Toshi, sa seule amie sincère, l'aidait à tenir bon. Ensemble, elles révisaient, partageaient leurs repas, et riaient malgré tout. Un jour, un professeur, impressionné par les résultats de Fola, lui dit « Tu es née pour aller loin, jeune fille. » Ces mots réchauffèrent son cœur fatigué. Les mois passèrent, puis les années, et Fola gravit lentement les marches de la réussite. Elle devint la meilleure élève de sa promotion, et son nom commença à circuler dans l'école. Mais plus elle montait, plus certains la jalousaient. Des camarades commencèrent à répandre des rumeurs,
qu'elle avait des soutiens secrets, qu'elle mentait sur ses origines. Fola pleura en silence, car elle ne voulait pas ternir le nom de son village. Pourtant, au fond d'elle, une force nouvelle grandissait, une flamme forgée par les humiliations. Ils ne savent pas d'où je viens, pensa-t-elle. Ils ne savent pas ce que j'ai promis à mon peuple. Alors elle se releva, plus forte que jamais, et se jura de ne plus jamais laisser les mots des autres la définir. Ce soir-là, en regardant les lumières de la ville depuis la fenêtre de sa petite chambre, elle murmura, « Puis, je reviendrai. Et quand je reviendrai, ce sera avec le savoir et la lumière. » Les années d'université passèrent comme le vent. Fola travailla sans relâche, cumulant les petits boulots pour survivre, vendeuse de beignets le matin, tutrice d'enfants le soir, et étudiante brillante le reste du temps. Elle n'avait ni loisirs ni repos, mais elle ne se plaignait pas. Chaque billet gagné servait à payer ses livres ou à envoyer un peu d'argent à Cui. Parfois, elle recevait des lettres du village, des mots maladroits mais pleins de fierté. « Le vieux Tamba a sculpté une calebasse à ton nom », disait une missive. « Tes petites sœurs chantent tes louanges. » Ces lettres étaient son carburant. Mais la vie, cruelle et imprévisible, mit bientôt sa détermination à l'épreuve. Une nuit, alors qu'elle rentrait d'un travail tardif, des voleurs la suivirent et la dépouillèrent de tout. Son argent, ses papiers, ses notes précieuses, tout disparut. Elle rentra en larmes, le visage couvert de poussière. Toshi la trouva ainsi et la serra dans ses bras. « Ne perds pas courage, lui dit-elle. Le monde teste toujours ceux qu'il veut élever. » Ces paroles redonnèrent espoir à Fola. Elle recommença à zéro, plus déterminée encore. Le pays étranger où Fola arriva semblait fait d'un autre monde. Les gens parlaient vite, les rues étaient couvertes de neige, et le ciel restait souvent gris. Elle découvrit la discipline, la rigueur et la solitude d'un monde où chacun vivait pour soi. Mais Fola ne se laissa pas abattre. Elle se rappela chaque matin les visages du village, les enfants qui couraient pieds nus, les anciens qui l'avaient béni. Tout cela la poussait à continuer. Elle apprit vite la langue, s'adapta aux coutumes et devint l'une des meilleures étudiantes de son université. Ses professeurs, impressionnés, la recommandèrent pour des projets prestigieux. Elle parla dans des conférences, écrivit des articles et gagna des prix. Mais au milieu de ce succès, son cœur restait tourné vers Cui. Chaque soir, elle se souvenait des rires sous l'iroko, des chants des femmes, du goût du manioc chaud. Elle envoyait des lettres à Toshi et à sa famille, racontant ses découvertes et ses espoirs. Un jour, lors d'un grand discours à l'université, on lui demanda « Qu'est-ce qui vous motive ?» Elle répondit sans hésiter « Mon peuple. Ils m'ont envoyé ici avec leur foi, leurs larmes et leurs rêves. Je n'ai pas le droit d'échouer. » Son humilité toucha l'auditoire. À la fin de ses études, elle reçut une offre d'emploi prestigieuse, mais elle refusa. Quand Fola revint enfin au village, les tambours résonnèrent jusqu'aux collines. Les enfants coururent à sa rencontre, les femmes dansèrent, et les anciens pleurèrent de joie. On l'accueillit comme une héroïne revenue d'un long voyage sacré. Mais Fola, humble, s'agenouilla devant le chef et dit « Ce n'est pas moi qu'il faut honorer, mais vous, car c'est votre foi qui m'a porté. » Le vieux chef sourit, « Non, Fola. Tu es devenue la lumière que nous attendions. » Dès le lendemain, elle commença à enseigner ce qu'elle avait appris. Elle montra aux paysans comment améliorer leur récolte, apprit aux jeunes filles à rêver plus loin que les collines, et parla aux enfants d'un monde où la connaissance pouvait tout changer. Peu à peu, Cui se transforma. De nouvelles écoles furent construites, des puits creusés, et même une petite bibliothèque ouverte. Les habitants, autrefois résignés, se mirent à croire en l'avenir. Fola créa un programme d'éducation pour que chaque enfant puisse apprendre, même les plus pauvres. Son nom devint un symbole dans toute la région. Un jour, une journaliste lui demanda « Pourquoi n'êtes-vous pas resté à l'étranger ?» Elle répondit « Parce qu'un arbre ne peut pas renier ses racines. »
Et dans ses yeux brillait la fierté de tout un peuple. Le retour de Fola à Cuy marqua le début d'une nouvelle ère, mais aussi celui de nouvelles épreuves. Si la joie avait accueilli son arrivée, la réalité du changement se révéla plus complexe que les chants de fête. Le village, après des années d'habitudes enracinées, peinait à suivre son élan de renouveau. Certains anciens, méfiants face aux idées venues d'ailleurs, murmuraient que Fola voulait transformer Cuy en un lieu qui ne lui ressemblait plus. Les traditions sont notre force, disait-il. Fola, patiente, écoutait sans juger. Elle savait que tout changement profond s'accompagne de résistance. Le soir, elle s'asseyait sous l'iroko et parlait aux enfants, leur contant des histoires de courage et de savoir. Ce que j'ai appris, je l'ai appris pour vous, leur disait-elle avec douceur. Peu à peu, les femmes s'ouvrirent à son enseignement, voyant que l'éducation pouvait être un outil d'émancipation sans renier leurs racines. Mais les tensions grandissaient. Certains jeunes hommes, craignant de perdre leur autorité, l'accusèrent d'être manipulé par le monde extérieur. Des rumeurs circulaient, des mensonges se glissaient dans les palabres. Un soir, lors d'une assemblée houleuse, un vieil homme se leva, « Fola, nous t'aimons, mais nous ne voulons pas devenir des étrangers dans notre propre terre. » Elle se leva à son tour, droite comme un baobab sous le vent. « Je ne suis pas venu pour effacer Cuy, mais pour l'éclairer. Les racines d'un arbre ne disparaissent pas quand il pousse. Elles se renforcent. » Les saisons passèrent, et le temps, lentement, guérit les divisions. Le village finit par comprendre que Fola n'était pas une ennemie du passé, mais la gardienne d'un avenir plus juste. Sous sa direction, l'école centrale ouvrit ses portes à tous, enfants de fermiers, filles de tisserands, fils de pêcheurs. Chaque matin, les collines résonnaient du murmure des leçons et des rires. Les champs, eux aussi, changèrent, grâce au savoir qu'elle avait partagé, les récoltes doublèrent. Les anciens, jadis méfiants, vinrent la remercier. « Tu avais raison, Fola, dit Eldena en lui tendant une calebasse de vin de palme. Le savoir ne détruit pas la tradition. Il lui donne des ailes. » Fola sourit et répondit, « Un arbre qui pousse vers le ciel n'oublie jamais la terre qui le nourrit. » Les jeunes, inspirés par son exemple, se mirent à enseigner à leur tour. Cuy, autrefois oublié, devint un symbole d'unité et de renouveau. Les voyageurs qui passaient par la région parlaient de ce village où une femme avait transformé la pauvreté en espoir. Le soir, les feux s'allumaient, les tambours résonnaient, et les enfants chantaient les légendes de Fola. Les années s'écoulèrent, paisibles. Un jour, Fola, désormais âgée, s'assit sous l'iroko où tout avait commencé. Autour d'elle, des générations d'élèves l'écoutaient.